tous et bienvenue. À la une ce soir, l'incursion de l'une de nos équipes dans les marchés d'Abidjan pour faire le constat sur la cherté de la vie au cœur de toutes les inquiétudes en ce moment. Comment comprendre les raisons de ces augmentations? Les précisions à suivre dans ce journal. Il cumule des arriérés de salaire de 7 à 12 mois pour les uns et les autres. Les agents contractuels du CHU de Yopougon sont entrés en grève ce matin pour réclamer entre autres le paiement de ces arriérés et le redéploiement sur d'autres sites. Et puis à l'étranger, le Conseil national de transition CNT au Mali a révisé sa charte ce lundi, entérinant une période pouvant aller jusqu'à 5 ans avant d'organiser des élections et un retour des civils à la tête du pays. La cherté de la vie, c'est le maître mot de presque toutes les conversations dans les salons, les bureaux et surtout sur les réseaux sociaux. Ces dernières semaines, les publications se multiplient pour dénoncer un phénomène qui diminue le pouvoir d'achat à tort ou à raison. Ce matin, l'une de nos équipes a fait une immersion dans quelques marchés d'Abidjan pour constater la situation. Produits manufacturés ou vivriers, poissons fumés et autres aliments subissent la spéculation malgré des prix encore fixes sur quelques produits. Une situation que dénoncent commerçants et clients. Ils s'interrogent notamment sur les raisons des augmentations et appellent l'État à se pencher sur cette question vitale. Dans ce sujet, l'économiste Youssouf Karius revient aussi sur les facteurs de cette inflation, les précisions de Nadia Edja et Tanguy Conan. Stop à la vie chère, libérez nos prix, nous voulons juste vivre, ou encore stop à la vie chère. Des publications de plus en plus fréquentes sur la toile, comme pour exprimer le ras-le-bol de la population face à l'inflation constatée ces dernières semaines. Des plaintes qui se poursuivent jusque dans les marchés. Voici 2 semaines qu'Awa Sémé n'avait pas mis les pieds dans ce marché à Adjamé. Venue faire ses achats, c'est avec surprise qu'elle découvre la hausse des prix des produits. Je suis partie faire retrait tout de suite là pour augmenter mon argent de marché parce que vraiment je n'ai pas prévu ça pour venir. J'ai fait le marché, je suis arrivé quelque part seulement, mon argent est fini. Je suis obligé d'aller faire retrait encore. C'est difficile. Même réalité chez les commerçants. Avec cette flambée des prix, difficile de mener convenablement son business. Djungre là-bas, là, on prenait le seau à 8 000. Alors on prend le seau à 13 500. Tout augmenté, arraché là. On prend le sac. Avant c'était 60 000. Alors on passe à 90 000. Tu peux mettre 200 000 francs pour venir faire tes achats. Et tu n'arrives même pas à vendre quelque chose de 50 000 francs. Des fois même tu mets ton argent dedans et tu t'en sors pas. Dans ce marché à Marcory, c'est le même constat. Commerçants, clients, tous sont exaspérés. Les consommateurs, on est lésés en Côte d'Ivoire. Le foyer, on fait comme avec nos enfants. Tout est cher, c'est compliqué. Moi, je suis une mère de famille de 4 enfants. C'est comment? Monsieur, lui, il a prévu de donner, par exemple, un budget de 50 000 par mois. Mais lui, si ça augmente, lui, son salaire n'augmente pas. Donc, du coup, ça reste sur les 50 000. Mais tu fais comment? Il y a la réalité. Le poisson, là, on disait que ce n'était pas du bon poisson. On payait ça à 10 000. Actuellement, c'est à 25 000. Quand tu vas au grand dépôt, c'est comme ça nous avons pris. Tout sorte ces prix. Au moins, on peut augmenter de 500 000 francs, mais 3 000 francs sur le carton, et c'est le même poids du poisson. Une situation expliquée par cet économiste. Il faut savoir qu'il y a eu, pendant la crise du Covid, un blocage complet des économies nationales et internationales. Naturellement, quand les productions prennent du mal à redémarrer, forcément, ça crée une raréfaction naturelle des biens de consommation, ce qui crée justement cette envolée des prix. Ce n'est pas parce qu'une denrée alimentaire est produite en Côte d'Ivoire qu'elle n'est pas soumise à des influences extérieures. En plus de la conjoncture mondiale, il faut tenir compte des facteurs endogènes, tels que la pluviométrie, qui impactent à divers niveaux les produits. En général, c'est la pluie. Ce n'est pas le fait du gouvernement, c'est la pluie. C'est la saison qui ne nous aide pas du tout. Donc on doit changer notre politique de production. Ceux qui font venir les oignons, je les ai appelés. La semaine passée, on était à 400 francs le kilo. Aujourd'hui, nous sommes passés à 330 francs. Et les prix commencent à baisser. Et puis après, ça monte. Maintenant, s'agissant de l'oignon, il y a une partie qui vient du Burkina, Niger, Mali. Bon, avec ce qui se passe aussi avec le Mali, il y a des produits qui viennent de là-bas qui ne peuvent plus venir. Pour s'imprégner de la situation et pallier le problème, le Conseil national de lutte contre la vie chère s'est rendu dans les marchés. La secrétaire exécutive a invité les commerçants à se conformer aux prix réglementés. Il s'agit aussi de lancer cet appel aux commerçants pour qu'ils n'en rajoutent pas, pour qu'ils adoptent un comportement de responsabilité. Oui, il y a des difficultés. Oui, il y a l'évolution des prix mondiaux. Mais il s'agit de ne pas en rajouter. Et c'est ce message de responsabilité aussi
que nous souhaitons faire passer. Au terme de cette visite, un compte-rendu des réalités constatées sera transmis au ministère de tutelle afin de trouver les solutions idoines à cette situation qui fait couler beaucoup d'encre et de salive au sein de la société. Et selon les informations à notre possession, une équipe du gouvernement devrait sillonner également les marchés sous 24 ou 48 heures en vue de juguler cette cherté de la vie. Dans un autre registre, les équipes de la Direction générale du budget et des finances viennent de dresser le bilan de leur régie financière et ont évalué les perspectives pour 2022. Un exercice sur fond de réflexion autour de la transparence dans la gestion budgétaire. Plusieurs résolutions pour renforcer la transparence dans la gestion des deniers publics ont été adoptées, comme nous le montre Brice Niawa. C'est la fin de la réflexion sur les travaux qui meubleront les activités 2022 pour la direction du budget et des finances. En vue de garantir une bonne gestion du budget cette année, au regard des défis liés à la transparence budgétaire que s'est assigné tout le ministère du Budget et du portefeuille de l'État, il était important pour Seydou Traoré et son équipe de prendre en compte un certain nombre d'orientations dans le plan d'action stratégique 2022. Il s'agit notamment de faire un suivi régulier de l'évolution de l'exécution budgétaire et des risques liés au respect des objectifs de solde budgétaire, de faire le suivi de la mise en œuvre des recommandations issues des missions d'évaluation de la CEADP, de préparer dans les délais constitutionnels le projet de loi de finances 2023 et ses annexes. Il s'agit donc de déployer le système de management par la démarche qualité au sein de la Direction générale du budget et des finances. Ouvert depuis la semaine dernière à Yamoussoukro par le ministère du Budget et du portefeuille de l'État Moussa Sanogo, le séminaire Bilan 2021 et Perspectives 2022 de la Direction générale du budget et des finances s'est tenu sous le thème « La direction du budget et des finances au cœur de la transparence dans la gestion budgétaire ». Elle a refermé ses portes le 18 février dernier. Plusieurs résolutions pour renforcer la transparence dans la gestion des deniers publics ont été adoptées. La 8e édition du traditionnel dîner gala de la Fondation Children of Africa, présidée par la première dame Dominique Ouattara, plusieurs fois reportée dernièrement en raison de la crise sanitaire, se tiendra finalement le 11 mars prochain au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Information donnée ce lundi par les premiers responsables de la Fondation. Pour cette édition, ce sont plus de 4 milliards de francs CFA qui devront être mobilisés pour 2 projets majeurs, la construction d'un foyer d'accueil pour les femmes victimes de violences à Adiaké et la reconstruction de la case des enfants logés au plateau, mise en place depuis 1998. Salif Yalekwe, Aruna Zeba. La Fondation Children of Africa de la première dame, Dominique Ouattara, remet le couvert le vendredi 11 mars prochain pour son traditionnel dîner gala à but humanitaire après l'épreuve sanitaire de la Covid-19. C'est la principale information dévoilée lundi par la directrice de la Fondation, Nadine Sangaré, qui a par ailleurs situé les enjeux de ce rendez-vous qui alliera l'utile à l'agréable, autour du concept « Africa is the future ». Madame Dominique Ouattara, présidente de la Fondation Children of Africa, a été sollicitée par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et certaines ONG qui luttent contre la violence basée sur le genre, afin d'apporter son appui et son soutien pour la prise en charge des femmes victimes de violences. Aussi sensible à cette cause, elle a décidé à travers sa fondation de construire un centre pour les femmes victimes de violences. Concernant la case des enfants, qui existe depuis 1998, date de la création de la Fondation Children of Africa, c'est un foyer destiné aux enfants de la rue, aux orphelins, aux enfants en situation vulnérable, dont l'âge est compris entre 5 et 17 ans. Ce foyer existe depuis plus de 20 ans et nécessite d'être remis à neuf. Nous envisageons donc de le reconstruire et d'augmenter sa capacité d'au moins 100 enfants. Pour sa part, l'architecte en charge des travaux de ces 2 infrastructures a dévoilé ses projets humanitaires basés à Adiaké pour le foyer des femmes et au plateau pour la case des enfants. Ce sont quelques 4 milliards de francs CFA qui devront être mobilisés ce jour, à en croire la directrice de la Fondation, pour ces 2 projets majeurs. Plusieurs artistes et figures emblématiques du monde culturel, sportif, sont attendus à ce dîner gala.
Je vous l'annonçais en titre, il cumule des arriérés de salaire de 7 à 12 mois. Les agents contractuels du CHU de Yopougon sont entrés en grève ce matin pour réclamer entre autres le paiement de ces arriérés et leur redéploiement sur d'autres sites. Mardoché Kwasi et Mathurin Badé les ont rencontrés. Ambiance inhabituelle ce lundi matin dans les locaux du CHU de Yopougon. Plusieurs dizaines d'agents contractuels munis de pancartes manifestent dans la cour de l'établissement sanitaire, pourtant fermé pour réhabilitation. Ils revendiquent l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail, mais aussi le paiement de leurs arriérés de salaire. C'est des jeunes gens, il y a des brancardiers, des aides-soignants, des administratifs, des caissiers, etc. Et que l'État passe par d'autres structures comme les ANC et NESI pour pouvoir payer les salaires de ces personnes-là. Nous disons non, que l'État met fin à cette situation. Des gens qui ne respectent même pas le SMIC. Donc nous demandons qu'on paye non seulement les salaires des agents contractuels du CHU de Yopougon, et qu'on fasse une intégration, qu'on redéploie tous les agents du CHU de Yopougon et qu'on intègre les agents contractuels du ministère de la Santé, que le premier responsable du pays vienne en aide. Les difficultés de ces travailleurs n'échappent pas à la direction du CHU de Yopougon. Toutefois, elle se sent impuissante face à la situation. Ces agents dépendent en effet des structures sous-traitantes qui travaillent pour l'établissement. Le CHU et voire même le ministère de la Santé n'est pas l'employeur de ces contractuels-là. Non, nous ne les employons pas. Nous n'avons pas non plus signé de contrat avec eux. Ces contractuels-là sont gérés par des prestataires. Donc, nous sommes en train d'instruire un dossier pour pouvoir éventuellement reverser tout ce flot naturellement sélectionné. C'est-à-dire que le critère de sélection que j'ai utilisé ici, c'est lorsque ton service n'existe plus, et bien entendu, tu n'existeras plus au CHU. Jusqu'à ce que demain, quand on va réouvrir le CHU, on va demander à ces sociétés-là, on a besoin de personnes pour nous accompagner. Et éventuellement, ils seront les premiers parce que ce sont des personnes qu'on a mis, donc c'est tout naturellement qu'ils vont revenir. Ce sont plus de 200 agents qui sont engagés dans ce combat qui dure depuis plusieurs mois. En décembre 2020, ils avaient déjà déclenché une autre grève, cette fois, pour exiger le paiement de plus de 6 mois de primes. Déguerpis depuis novembre dernier dans le cadre de la restructuration des quartiers précaires de Koumassi au sud d'Abidjan. Les habitants des quartiers Oufouette-Boigny 1 et 2 sont toujours sans abri, organisés en association. Ils ont plaidé samedi au cours d'une conférence de presse pour une solution négociée avec les autorités municipales. Pierre-Di Pomelin. Koumassi, quartier Oufouette-Boigny 1 et 2. Ici, vivaient plus de 200 familles. Les habitats précaires ont été détruits en novembre 2021 par les services techniques de la mairie dans le cadre de l'assainissement de la commune et du programme de restructuration des quartiers précaires. Sous les tentes et autres abris de fortune, on trouve encore des familles qui attendent d'être recasées. Organisées en comité, les victimes négocient avec les autorités municipales le recasement dans les délais raisonnables et une compensation financière. Le maire a mis en place un cadre de concertation et d'écoute au fin de rechercher par le dialogue des solutions convenables à cette situation. C'est ce comité, conduit par l'honorable Sangaré Yacouba, député de Koumassi, cadre du conseil municipal en charge des affaires domaniales, qui a apporté le soutien de la mairie à nos populations sur le site lors des heures chaudes. Nous privilégions le dialogue, qui présente des pistes de solutions déjà sur la table des discussions avec le comité municipal de contact. Il s'agit, par cette solution, de régler définitivement toutes les questions et blocages liés à la situation des quartiers Oufouette-Boigny 1 et 2. Nous sommes du quartier Oufouette-Boigny. Et rien que le nom de notre quartier nous rappelle que le dialogue fructueux doit demeurer notre voie. Des dons avaient été mobilisés par de généreux donateurs pour atténuer la peine de ces habitants déguerpis. 4 mois après, la solution définitive reste le recasement dans des habitats plus décents. Direction maintenant Mans, la ville des 18 montagnes dans l'ouest du pays. Mans a vécu des moments difficiles mercredi dernier. Un incendie parti d'une boulangerie avait fait 7 morts et plusieurs blessés. Une délégation du gouvernement a séjourné ce week-end dans la localité pour soutenir les victimes de ce drame. C'est dans ce sujet de Salif Yalekoué. Mans, la capitale de la région du Tonkoui dans l'ouest ivoirien, a été endeuillée mercredi dernier
suite à un incendie au quartier Commerce. Ce sont 7 morts qui ont été dénombrés dans ce drame. Une délégation gouvernementale s'est rendue sur le lieu du drame pour apporter le soutien de l'État aux parents des victimes. Au nom du gouvernement, nous sommes venus apporter soutien moral et financier. Nous sommes venus dire, comme ça se fait dans la coutume, le mot utilisé partout en Côte d'Ivoire dit Yako. Yako à nos parents de mort. Mais nous voulons ici vous rassurer et vous dire que cette terrible douleur, cette tristesse qui a ravagé la ville de Mont le 16 février a été partagée par toute la Côte d'Ivoire dans son ensemble. Une occasion pour inviter les opérateurs économiques à plus de vigilance. À vous, chers parents opérateurs économiques, dont la contribution au développement de notre pays n'est plus à démontrer, je voudrais inviter chacun de vous à mettre un point d'honneur dans les mesures à prendre pour la sécurité au travail de vos employés pour éviter désormais que pareille situation ne se reproduise. La délégation s'est aussi rendue au chevet des malades. Ce sont au total 9 150 000 francs qui ont été remis aux victimes et à leurs parents, dont la somme de 1 million à chacune des 7 familles. Démarré le 19 juillet 2021, les états généraux du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation se poursuivent. Ce matin, s'est ouvert un cadre de restitution et de mise en commun des travaux des 7 commissions thématiques dans la commune de Cocody, des travaux pour mettre en cohérence les résultats de toutes les commissions, les analyser et proposer des solutions avant les assises générales. Brice Niawa et Ricky Mou. Mettre en cohérence les travaux des commissions thématiques qui se sont déroulés du 19 janvier au 14 février dernier et proposer des outils pour leur consolidation dans le cadre des États généraux, initiés par le ministère de l'Éducation nationale, c'est l'objectif visé par cet atelier. Pendant 2 jours que durant ces travaux, il s'agira de proposer des solutions pour rehausser le niveau des élèves en attendant les grandes assises des États généraux. Par exemple, la création de bibliothèques pour pallier à l'insuffisance de manuels scolaires. De la même façon que l'État fait une politique pour distribuer des kits, il faudrait faire peut-être l'effort de compléter les kits par des manuels pour aider les parents nécessités qui sont en difficulté de pouvoir donner les manuels aux enfants. Créer des bibliothèques au sein des établissements pour permettre aux enfants qui n'ont pas la possibilité de s'acheter des livres, d'aller consulter sur place des manuels pour pouvoir acquérir les connaissances. Nous apprêtons dans 1 mois pratiquement à faire les assises des discussions que nous avons eues. Mais avant cela, il était important que nous-mêmes, par rapport aux concertations techniques, nous assurons la consolidation, avec à l'esprit de rechercher des solutions pertinentes, des solutions qui soient en mesure d'être mises en œuvre et qui correspondent à l'ambition de la Côte d'Ivoire. Lancés en juillet 2021, les États généraux de l'Éducation nationale se poursuivent. Ils permettront d'apprécier les réalités du système éducatif ivoirien et d'en apporter des solutions durables. Ce soir, on fait aussi un gros plan sur le secteur du tourisme à l'ère du numérique. Sur les réseaux sociaux, les initiatives privées pour promouvoir les attraits touristiques du pays sont légion. Pour les initiateurs, les motivations sont surtout de contribuer à la promotion de la destination Côte d'Ivoire, des efforts qui semblent payer au vu de l'intérêt que suscitent leurs comptes sociaux et du nombre croissant de promoteurs en ligne. Un sujet de Nadia Edja, Aruna Zeba et Eric Kimon. Donald Koumassou est à la tête de son entreprise de communication depuis 2020. En mars 2021, il développe un produit digital qu'il consacre à la promotion du tourisme local. La Côte d'Ivoire est belle, il y a plein de choses à montrer à l'extérieur. Tout ce que les gens voient, c'est la basilique. Hormis la basilique, il y a plein de bonnes choses. C'est bon dans l'établissement. Quand le gars, le promoteur, il vient vers nous, on lui propose la création de contenu, l'animation de sa page Facebook, c'est-à-dire tout ce qui est comme création digitale. Avant toute collaboration, il s'assure de la fiabilité de l'espace à accompagner. Nous, quand nous arrivons sur l'établissement, on vérifie la qualité de l'établissement d'abord. C'est-à-dire en termes de capacité d'accueil, la qualité des services proposés, et en fonction de ça, donne des conseils par derrière. Après ces conseils-là, c'est là qu'on s'engage sur contrat à faire la communication pour les établissements. Aujourd'hui encore, il a rendez-vous avec l'un de ses partenaires et s'est muni de tout un arsenal technologique
qu'il se rend sur le site. Ces images seront publiées sur sa page d'environ 200 000 abonnés, un appui considérable pour ce restaurateur. Cette collaboration aujourd'hui nous a permis de nous classer, de nous hisser parmi les grands établissements au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous a permis aussi d'avoir de bons clients, vraiment de clients en fonction de notre cible. Comme lui, de plus en plus de jeunes se tournent vers la promotion touristique par amour pour leur pays. Wilfried Otokoré, étudiant en sociologie, est l'un d'eux. Promoteur touristique, d'abord c'était juste comme un job d'étudiant qu'il fallait faire pour avoir un peu d'argent. Et au fur et à mesure que tu utilises le drone, tu commences à découvrir un peu les belles images et du coup tu commences par avoir l'envie de voyager, de découvrir encore plus. Découvrir encore plus d'endroits insoupçonnés et faire découvrir aux autres via les réseaux sociaux, une mission qu'il se donne. Pour pouvoir vendre le pays, il faut passer par les images. Aujourd'hui, beaucoup de personnes connaissent New York, Paris, grâce aux images, même s'ils ne sont jamais allés. Et nous, on a tellement d'atouts naturels magnifiques que si on développe, si on éduque les gens par les images, ils auront envie de consommer local et encore développer le tourisme local. Mais Wilfried ne s'arrête pas là. Toujours en quête d'expériences uniques, il initie en 2020 des sorties camping avec en prime des activités atypiques qu'il partage avec ses abonnés. En septembre 2020, j'ai fait la première édition à Assini. Nous étions 37 personnes. Et après avoir diffusé les autres images sur Internet, j'ai créé une page. La dernière édition s'est déroulée à Tabaoulé. Nous avons fait une chasse au trésor. À Tabaoulé, nous étions en tout 120 participants. On vous met dans un mode de vie assez rustique et il faut vous adapter. Dans cette volonté de valorisation du pays, on note les initiatives plus ciblées. Depuis 2020, Éric Mallan entend faire de Jacquesville le nouveau site balnéaire prisé des Ivoiriens. À travers les publications sur la page créée avec son épouse, il ne manque pas de présenter les atouts de sa ville. Nous avons permis à énormément de personnes qui ne connaissaient pas Jacquesville de connaître Jacquesville aujourd'hui. Faisons ce que nous pouvons pour que cette ville-là puisse avoir un meilleur aspect du point de vue touristique. Si la promotion du tourisme en ligne attire les amoureux du pays, l'activité n'est pas toujours aisée en raison de son caractère bénévole. C'est lorsque nous sommes allés, nous sommes tournés vers un hôtel qui nous a dit « mais avec ce volume-là, nous pourrions vous verser quelque chose. Si vous nous envoyez énormément de personnes de ce genre, on peut vous verser quelque chose. » Mais il arrive effectivement que certaines fois, nous tombions sur ce genre d'occasion qui nous permet également de pouvoir supporter les charges que nous avons. Quoi qu'il en soit, pour ces jeunes, avec 65% de taux de pénétration, Internet est un atout à exploiter pour promouvoir la destination Côte d'Ivoire et développer le tourisme local. En attendant de bénéficier de subventions, ils espèrent une meilleure organisation du secteur. Au Mali, l'Assemblée tenant lieu d'organes législatifs a, au cours d'une session extraordinaire, entériné la durée de la transition fixée à 5 ans par les dernières assises de décembre 2021. Une décision qui enfonce le clou au moment où les partisans de la junte célèbrent le départ des forces de l'opération Barkhane du pays. Pierre Dipomela. Réuni en session extraordinaire, le CNT, Conseil national de transition, qui fait office d'organe législatif au Mali, a approuvé sans surprise, à l'unanimité, la période de transition fixée à 5 ans par les consultations nationales de décembre 2021. Ce projet de loi, qui révise la charte de la transition, ne donne aucune précision sur la date des prochaines élections devant conduire le pays à la normalité constitutionnelle. L'ordre du jour de cette session extraordinaire a porté exclusivement sur l'examen du projet de loi portant révision de la charte de la transition que nous venons d'adopter à la quasi-unanimité des membres composant le Conseil national de transition. C'est un sentiment de joie et de fierté quand les forces d'occupation quittent votre territoire. Vous ne pouvez que vous en réjouir et féliciter le courage patriotique des autorités, précisément du président patriote libérateur Assimi Goïta. Quand Barkhane se retire, c'est le début de la fin de la guerre au Mali. Et quand les forces d'occupation quittent le Mali, c'est le début de la fin de la guerre au Mali. Le Conseil national de transition entérine la durée controversée de la transition au moment où les forces françaises de l'opération Barkhane quittent le Mali, à l'initiative de mouvements de soutien aux autorités de transition dominées par les militaires. Une manifestation de plusieurs centaines de personnes a été organisée samedi à Bamako pour célébrer le départ des soldats français.
Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.